Le lieu, le créneau, en quelques clics c'est fait. Comme ça, pas de changement dans leur programme. Alors vous aussi, même en vacances, prenez rendez-vous sur carglass.fr. Et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass remplace. En plus, en ce moment, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Neuroto. Tout commence ici, avec un pot rempli de possibilités. Le changement commence avec du luxe Valentine. « 20h sur LCI, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble pour une demi-heure de débat et à la une il y a l'Afghanistan où la situation n'a jamais été aussi critique car les talibans n'ont eux jamais été aussi proches de contrôler Kaboul. Sur place, tous les pays cherchent à évacuer leurs ressortissants à grand renfort militaire. Emmanuel Macron s'exprimera en direct demain à 20h à l'issue d'un conseil de défense. Alors qu'est-ce qui attend le pays? Comment traiter en France, en Europe et dans le monde avec un futur gouvernement taliban? On va tenter d'y répondre. Même le président aura fini par quitter le pays. L'Afghanistan est quasiment totalement aux mains des talibans qui se sont emparés de tous les territoires. À Kaboul, capitale du pouvoir, est donc un enjeu stratégique. On a déjà aperçu des combattants à l'entrée de la ville et sur place, on nous confirme qu'ils ont journalistes et spécialistes de l'Afghanistan. Vous y avez passé un certain nombre de séjours, donc évidemment votre avis est précieux. Et autour de cette table également, Benjamin Morel. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes maître de conférence en droit public à l'université de Paris 2 Assas. Marion Pariset, vous êtes secrétaire général du think tank Le Millénaire et Frédéric Durand, journaliste, directeur Bonsoir. de la revue L'Inspiration politique. Première question pour vous, Vincent Hugeux. Comment les talibans ont fait pour aller aussi vite dans leur prise de contrôle? Comment est-ce qu'ils ont réussi à finalement s'emparer d'un territoire aussi grand en si peu de temps? Eux-mêmes ont été surpris par la rapidité du délitement de ce qui s'apparente à des forces de défense. Officiellement, l'armée afghane, c'est 300 000 hommes. Les seules unités opérationnelles performantes sont les forces spéciales, environ 50 000 hommes. Mais là, on se heurte à un double problème. D'abord, c'est que la plupart de ces soldats sont dépourvus de matériel ou de munitions, s'ils n'appartiennent pas aux unités d'élite. Et deuxièmement, les commandants, eux, par voracité parfois, ont déclaré aux Américains bien davantage de soldats sous leur commandement qu'ils n'en avaient en réalité. Tout ça pour obtenir davantage d'équipements, de matériel et d'argent. Et donc vous avez ce qu'on appelle en Afghanistan aujourd'hui des bataillons fantômes, pour un total à peu près estimé à 38 à 40 000 hommes, qui n'existent pas. Et quand vous ajoutez à cela les carences et les défaillances logistiques, l'impopularité abyssale de ce pouvoir, l'exaspération causée par la corruption, l'inefficacité et l'incurie du gouvernement, les États-Unis ont pu déverser, ce qui est le cas, l'équivalent de 1000 milliards de dollars en 20 ans en équipement, soutien financier, etc. L'Inde a investi 3 milliards de dollars pour ici un barrage, là une route, etc. Eh bien, au fond, les villes tombent les unes après les autres comme des frimures et très souvent sans coup férir, sans tirer un coup de feu. Ça veut dire que c'est autant une question évidemment de force d'action des talibans que de pays dans lequel ils se trouvent qui est déjà en soi un terrain, j'allais presque dire, fertile. Oui, tout à fait, puisque en fait, l'actuel gouvernement, qui est aussi connu pour ses bisbilles internes, ses rivalités de personnes, des phénomènes de corruption apparemment incurables, n'a jamais été capable d'administrer la preuve qu'il pouvait administrer donc un territoire d'une manière efficace. Ashraf Ghani, donc ce fameux président qui a, semble-t-il, disparu des écrans radars aujourd'hui, il avait été élu sur la promesse d'éradiquer la corruption, d'améliorer les services publics, etc., etc. Rien de tout cela s'est accompli. Et donc, au fond, les talibans qui avaient été boutés hors du pouvoir en 2001 par la coalition conduite et animée par les Américains, eh bien, ils ont patiemment entendu que le fruit mûrisse pour le cueillir le moment venu. Nous sommes en ligne avec Emmanuel Dupuis. Vous êtes le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Ces talibans dont on parle beaucoup, est-ce qu'on connaît finalement leur profil? Est-ce qu'on sait de quelle mouvance ils sont? Déjà, ils n'ont pas beaucoup changé depuis ceux qui avaient pris le pouvoir entre 1994 et 1996 sous
l'égide ou sous le couvert de leur formation au Pakistan. Ce sont les mêmes avec un discours plus policé, plus occidental. D'ailleurs, ils ne cessent de dire qu'ils ne veulent pas prendre le pouvoir par les armes, mais bien obtenir une reddition. Votre reportage mentionnait le fait qu'ils ont pénétré dans le palais présidentiel, mais il faut aussi avoir à l'esprit que le président de la Chambre basse s'est rendu aujourd'hui à Islamabad pour évidemment négocier ce qui s'apparente à une reddition. Le président Ashraf Ghani est d'ores et déjà au Tadjikistan. La plupart de ses ministres, dont le ministre de l'Intérieur, qui a pourtant rassuré ses populations, sont prêtes à partir du pays. Et bien évidemment, un certain nombre de ministres ont d'ores et déjà donné leur démission. Les talibans qui ont pris le pouvoir négocient sur deux fronts. Ils offrent un visage très diplomatique depuis 2013, où ils ont ouvert une ambassade à Doha. Donc, d'une certaine façon, s'attendent à ce qu'on les traite comme un gouvernement parallèle, puisque et les Américains et les Qataris et les nombreuses délégations qui se sont rendues ces dernières semaines à Ashgabat, à Tashkent, à Moscou ou en Iran ont donné l'impression qu'il y avait deux diplomaties, celle qui est restée bloquée et figée à Kaboul et celle qui négociait à Doha et dans les pays limitrophes. Et puis il y a l'autre réalité, celle des exactions autour de Kaboul. La stratégie des talibans est un petit peu différente de celle qui les a vus arriver au pouvoir en 1996. Ils ne s'étaient pas suffisamment occupés du nord-ouest du pays, majorité tadjik. C'est ce qui avait permis de reconquérir le territoire à partir de 2001, puisque c'est de la vallée du Panjshir, du Badakhshan, de Mazar-e-Sharif que l'offensive du front du Nord, avec les forces occidentales, avait permis de reconquérir le pouvoir. Cette fois-ci, il en a été tout autrement. Ils ont mis leur dévolu en faisant des combats beaucoup plus durs du côté du Kunduz, de Mazar-e-Sharif. Et pour l'instant, seule la vallée du Panjshir, dans la mémoire de Ahmed Shah Massoud et de son fils Ahmed Massoud, semble résister. Mais je crains malheureusement que ce soit de très, très courte durée. Très concrètement, il y a des grosses différences entre cette mouvance et Al-Qaïda ou Daesh ? Alors en tout cas, il n'y en a pas pour les États-Unis, puisque quand les Américains ont commencé à négocier avec les talibans à Doha, en est issu l'accord de février 2020. Un des arguments ou un des éléments sur lesquels les Américains, en tout cas la précédente administration, qui n'a pas été récusée par la suivante, était très insistant, c'est que les talibans coupent le cordon avec les quelques 1500 à 2000 membres de Al-Qaïda qui se trouvent encore sur le territoire afghan. Il s'agit aussi de faire la différence entre les talibans, qui sont un mouvement très hétérogène, on estime leur nombre à 65 000 à 80 000, avec parfois des incohérences. Le mouvement islamiste du Herbs Islami, d'ailleurs que la France connaît bien, puisqu'elle a combattu contre certains de ses membres en vallée de Kapisa, perdant 54 membres dans ces combats et 90 en tout, et d'une certaine façon, l'exemple même de la très très grande difficulté d'appréhender la mouvance talibane, car ils étaient d'ores et déjà associés dans le processus de réconciliation par le biais de son président, Goulouti Nekmatyar, qui appartenait au comité de réconciliation nationale sous l'égide d'Abdullah Abdullah. Les talibans sont des combattants pour la plupart formés au Pakistan, mais qui sont une kyrielle de mouvements, le mouvement islamique d'Ouzbékistan, le mouvement islamique du Turkestan oriental, les Ouïghours, ou des combattants turkmènes, ceux-là même qu'on a retrouvés en Syrie. Donc évidemment, il sera très compliqué de négocier avec une mouvance qui a des légitimités diverses. L'Afghanistan n'est pas un pays, c'est près de 451 districts, avec autant de légitimité et autant de potentats locaux qu'il va falloir maintenant mettre sous une même cohérence. Et c'est peut-être là où les pays du voisinage, je pense notamment à la Russie, qui a décidé, elle, de ne pas quitter la capitale, contrairement à la plupart des capitales occidentales, ou évidemment le Pakistan ou l'Iran, je rappelle que la reddition se signe actuellement à Islamabad, auront un rôle à jouer. Emmanuel Dupuy, vous restez avec nous si vous le voulez bien. D'abord, on va aussi évoquer la plupart de ces pays qui cherchent à rapatrier leurs ressortissants. C'est un peu la panique sur place. De son côté, Emmanuel Macron a organisé un conseil de défense qui est prévu demain à la mi-journée, avant de s'exprimer, de prendre la parole à 20h. Les précisions au fort de Brégançon de Mathieu Desmoulins. On dit qu'il y a clairement une vraie carte internationale à jouer pour Emmanuel Macron. Comment est-ce qu'on peut gérer ça maintenant ? Là, pour l'instant, ce qui me semble, c'est que ce que fait la communauté internationale à l'égard, notamment des populations afghanes, est criminel. On est dans le droit fil, finalement, parce qu'on a l'air de s'en étonner, mais on est dans le droit fil de ce qu'a négocié Trump avec les talibans, et faut-il le rappeler, en excluant le gouvernement afghan lui-même, à l'époque, vous parliez donc fin février 2020. Donc moi, je pense que les conséquences vont être d'abord localement pour les populations
extrêmement périlleuse. Et puis, en vérité, pour le monde entier, parce que lorsqu'il y a des événements de cette nature dans le monde, le reste du monde n'est pas épargné. On l'a vu en Syrie, on le voit avec le conflit israélo-palestinien, etc. Donc croire que partir suffirait à mettre tout le monde à l'abri, c'est absolument faux. D'autant que les liens avec Al-Qaïda, ils sont connus. Qui peut nous dire, alors évidemment que les talibans promettent pour reprendre le pouvoir, mais qui nous dit que demain, c'est pas une base arrière à nouveau du terrorisme? Absolument rien. Donc je pense qu'on a tout faux. Et il est incompréhensible pour nous de voir que pendant 20 ans, on n'a finalement pas réussi la mission, qui est la seule mission qu'une puissance étrangère puisse jouer dans un pays tiers, c'est celui de rendre autonome un gouvernement et son armée. Donc si on sait que ce gouvernement était pour partie corrompu, alors il fallait cesser. Vous savez, le gouvernement, en 2019, les élections présidentielles, c'était 20% de participation. Vous imaginez 20% de la population qui va voter. Donc évidemment, les talibans promettaient des troubles, etc. Donc je pense que là, la solution du retrait de cette manière-là est catastrophique localement, mais internationalement aussi. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire, Marion Parizet, sur l'échelle française et européenne? Comment on peut répondre à ça? Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a la question des ressortissants, mais en effet, après, sur le plus long terme, c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir voir comment la situation va évoluer sur place. Il faut remettre aussi en perspective, comme a commencé à l'indiquer M. Durand, les équilibres régionaux. On est dans un pays qui se trouve situé entre le Pakistan, qui a lui-même des conflits avec son voisin indien, la Chine, qui a ses routes de la soie qui passent en partie par le Pakistan et par le nord du Moyen-Orient pour aller vers l'Europe. Et derrière, on a aussi la question iranienne, l'Iran voisin. Et là, on voit bien tout l'enjeu stratégique autour de ce pays, parce que les Américains avaient fait de leur objectif de lutter contre l'axe du mal, l'axe chiite, qui est surtout basé Iran et Irak. Mais aujourd'hui, l'Afghanistan risque de remettre en difficulté leur situation qui n'est pas stabilisée vis-à-vis de l'Iran, qui, malgré tous les efforts, reste encore très fort dans l'équilibre moyen-oriental. Et si on se projette un peu, Benjamin Morel, s'il faut désormais traiter avec un gouvernement taliban, comment est-ce qu'on peut gérer ça, même d'un point de vue du droit international? Est-ce qu'il y a des garde-fous? Est-ce qu'il faut complètement les ignorer, les mettre au banc, comme ça a été la menace qui a été évoquée? Là, la réalité, c'est que vous avez une réalité très pragmatique qui va s'imposer. Il y a quatre éléments qu'il va falloir prendre en compte, probablement. Le premier, ça a bien été exposé, c'est la question géopolitique, avec des talibans qui apparaissent comme étant historiquement plutôt un ennemi de l'Iran et pouvant être un facteur de trouble, notamment pour la Russie, dans une région extrêmement complexe. Aujourd'hui, on voit que les choses sont en train de bouger. Les talibans ne sont plus tout à fait ceux qu'ils étaient dans les années 90. Vous avez une vraie diplomatie. Ils ont été à Téhéran, ils ont été à Moscou, ils ont été à Pékin. Qu'est-ce que ça va signifier pour le rééquilibrage des rapports dans la région? Pour l'instant, c'est difficile de le dire. Le deuxième élément, c'est les droits de l'homme. Et là, malheureusement, je ne suis pas sûr que c'est là-dessus que l'Occident va pouvoir le plus appuyer à court et à moyen terme. Le troisième élément, c'est, il ne faut pas l'oublier, l'un des poumons économiques du pays, c'est-à-dire le trafic d'opium. Avec là, pour le coup, des talibans qui avaient quasiment éradiqué le trafic en 2001, mais qui aujourd'hui, pour revenir au pouvoir, ont eu une approche beaucoup plus tolérante, pour ne pas dire en alliance avec les trafiquants, notamment dans le sud du pays. Comment est-ce qu'on gère, par rapport à ça, les grands éléments qui ont conduit justement à ces trafics? Et le quatrième élément, ça a déjà été un peu évoqué, c'est le terrorisme. Pas tant avec Daesh, mais surtout avec Al-Qaïda. Aujourd'hui, vous avez des liens qui sont extrêmement proches entre les talibans et Al-Qaïda. Comment est-ce que demain, on arrive à négocier avec un pays qui soutient ces organisations terroristes? Comment est-ce que l'on fait pour arriver à détacher le nouveau gouvernement de Kaboul de ces organisations-là? Ça, c'est des enjeux qui probablement vont se construire sur le temps long, mais pour l'instant, on a très peu de visibilité. Vincent Légieux, vous vouliez apporter une précision sur l'État islamique dans la région? Très simplement, déjà sur le terrorisme, parmi les gages qui avaient été demandés par les Américains lors des discussions de Doha, qui ont abouti donc en février 2020, il y avait donc une demande d'engagement à ne pas héberger le terrorisme sur sol. Ça ne coûte rien de le promettre, mais comme cela a été dit à l'instant, les liens avec en tout cas la nébuleuse Al-Qaïda, l'une des deux grandes matrices du djihadisme global avec l'État islamique, ces liens sont anciens, ils sont tenaces. N'oublions pas qu'en 2001,